Salut les juristes! Aujourd'hui, on revient sur la théorie de l'imprévision avec l'arrêt Danone du 24 novembre 1998 qui, 6 ans après l'arrêt Huard, apporte de nouvelles inflexions en faveur d'une application de la théorie de l'imprévision, rejetée pourtant depuis le célèbre arrêt Canal de Craponne depuis 1876. Mais avant toute chose, si tu veux consulter la fiche de cet arrêt, elle est disponible sur notre compte Instagram, ainsi que toutes les fiches de tous les autres arrêts précédents et nos actualités au quotidien. Avant de commencer, procédons à un petit rappel. L'arrêt Canal de Craponne avait formellement interdit toute forme de révision du contrat par le juge en application de la théorie de l'imprévision. Cette théorie, qui permet au juge de réviser un contrat à la suite d'un événement imprévu qui va rendre l'opération non pas impossible comme dans le cas de la force majeure, mais économiquement désastreuse, avait été formée par le Conseil d'État mais ne trouvait pas grâce auprès de la Cour de cassation, qui refusait fermement d'y recourir, sauf dans les quelques rares cas, notamment illustrés par l'arrêt Huard, ou encore dans notre arrêt Danone. Commençons par les faits. Par un contrat de 1998, les sociétés Danone, Kronenbourg et Evian avaient confié à un mandataire la représentation exclusive de leurs produits auprès des importateurs, grossistes et détaillants de l'océan Indien. Mais quelques années après, d'autres importateurs se sont mis à commercialiser dans la même zone géographique des produits de ces marques achetés directement en métropole, pratiquant ainsi des prix rendant l'offre du mandataire peu concurrentielle. S'estimant évincé de l'importation exclusive de ces produits, le commercial a assigné en justice les sociétés en résiliation des mandats et en versement de dommages et intérêts résultant de l'absence de monopole. Mais la Cour d'appel de Paris avait rejeté sa demande au motif que les sociétés n'avaient pas à intervenir sur les commandes qui pouvaient être passées directement par l'intermédiaire d'une centrale d'achat à partir de la métropole, qu'elles devaient respecter le principe essentiel de la libre concurrence, et qu'il n'était pas établi qu'elles aient mis des obstacles à leur représentation de leurs mandataires. Ainsi, se posait la question de savoir si le mandant peut rester passif face à l'exécution du mandat par son mandataire, autrement dit, devait-il s'assurer que celui-ci soit en mesure de pratiquer des prix concurrentiels. La Cour va alors confirmer cette idée en se fondant sur l'obligation de loyauté. Selon elle, les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté. Ainsi, le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat. Selon la Cour, la société ne peut pas rester passive face à l'évolution des conditions de concurrence d'exploitation du mandat accordé. Mais lorsqu'elle est informée des difficultés que connaît son partenaire, elle doit prendre des mesures concrètes pour permettre à son mandataire de pratiquer des prix concurrentiels proches de ceux des mêmes produits vendus dans le cadre de ces ventes parallèles, et de le mettre ainsi en mesure d'exercer son mandat. Ainsi, la Cour fait un pas vers la théorie de l'imprévision, comme l'explique le professeur Jacques Mestre. La loyauté ne saurait se contenter d'attitudes simplement passives. Elle exige des initiatives, des mesures concrètes, au premier rang d'entre elles, des mesures qui permettent aux partenaires en difficulté de conserver le bénéfice même d'un contrat pour lui essentiel, quitte d'ailleurs à ce que celle-ci s'exprime par une révision de la loi contractuelle initiale. Ainsi, si les conditions économiques décidées par l'accord de volonté qu'est le contrat se détériorent au gré de l'évolution de la concurrence, les contractants doivent faire évoluer ces conditions pour que l'exécution du contrat demeure économiquement viable. Voilà les juristes, le législateur étendra plus tard le domaine de l'imprévision avec l'article 1195 issu de l'ordonnance de 2016 qui affirme que si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son co-contractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. Ainsi, on remarque que le législateur, tout en étendant le domaine de la théorie de l'imprévision, va conserver une vision qui favorise le consensualisme. Cet article favorise la renégociation entre les parties, mécanisme respectueux de la force obligatoire des conventions, énoncé par l'article 1103. Voilà les juristes, j'espère vous avoir été utiles. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 7 dodo, et d'ici là, filez droit!